C'est Pocast, ton moment poker c'est sûr. Surtout si tu es une serrure. Avec Flavien, M-Trip et Chauve qui peut. Installez-vous, on joue un peu. Et salut à tous les gars, on se retrouve pour un épisode de podcast du coup avec Flavien, Adrien et moi, Chauve qui peut, ou Dumb Trip. Aujourd'hui, on va vous présenter un programme assez sympa pour la première. On va vous présenter une actu marquante par personne. On va vous présenter une actu marquante par personne. Un débat sur la préparation des séries de janvier, notamment les Winner Series. Un quiz de culture G sur le poker. Et une anecdote du jour qui vous sera partagée par Flavien. Voilà. On vous embarque. On commence directement avec l'actu de Flavien. Je t'en prie. Ok. Bon, on va naviguer à flot aujourd'hui, donc on essaiera de faire au mieux. La première, celle qui personnellement me touche le plus d'actu, ce serait probablement les WSOP Paradise. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu 3000 entrées sur le Super Main Event. Je crois que c'est un 25 000, je sais pas si c'est 25 000 le Main, il me semble. C'est 25 000 le Main Event. Ouais, donc 25 000, il y a eu 3000 entrées. C'est quand même une giga dinguerie. Donc forcément, c'est un public qui a beaucoup de moyens et qui peut jouer très cher. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 3000 entrées ? Et surtout, je vais étendre la question ou la problématique, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entrées de manière générale sur tous les WSOP, alors qu'il y a probablement moins de joueurs uniques. C'est parce que la période des re-entries a été allongée. Elle a été encore allongée, et là, c'est vraiment très 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 long. Et du coup, sur ces WSOP Paradise, ça pose beaucoup de questions, et donc il y a eu 3000 entrées. Et bah voilà, c'est peut-être une problématique qu'on traitera un peu plus tard, mais on voit qu'il n'y a pas d'affaiblissement pour ce type de tournoi-là, tout simplement parce que les joueurs peuvent s'inscrire tellement tard qu'ils peuvent mettre 7 boulettes par tournoi, quoi. Donc automatiquement, ça dope la participation au tournoi, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour l'écosystème en soi ou bénéfique pour tout dans ce milieu. Donc voilà, petite actu mêlée de petits twists potentiellement. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si on enchaîne. Ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus. Des gens qui sont capables de mettre 25 000 $ et on parle de diminution du pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut un peu reconnecter les deux. Non, je plaisante bien évidemment. Non, pour avoir eu le plaisir de jouer sur le .com l'année dernière, je sais que sur ces événements-là, il y a une grosse promotion qui est faite sur GG Poker avec notamment des maxi satellites par étape. Et j'ai notamment l'un de mes amis online français qui est à l'étranger maintenant, qui a pu se qualifier pour la modique somme de 100. Il a fait 100 tout le package à 30K et du coup, il a été aux Bahamas comme ça. Donc, il y a le fait qu'il y ait des re-entries qui étaient à la période de re-entry qui a été étendue, mais je pense qu'il y a une grosse un gros travail de satellisation, on va dire, quoi, qui permet d'amener beaucoup de joueurs, même ceux qui n'ont pas forcément les moyens, quoi. À titre de comparaison, sur le PT Prague, par exemple, c'était 1200 entrées, donc un buy-in à 5 000 €. Et en général, le record EPT autour de Barcelone, autour de 2003, si je ne dis pas de bêtises, entre 2100 et 2300 entrées, quoi. Donc ils sont fait vampiriser, quoi. Ouais, de toute façon, le mois de décembre est hyper actif en termes de propositions de tournois live. Mais là, c'est vraiment assez ouf d'avoir ce chiffre-là dans cette actualité-là. Je trouve ça incroyable. De toute façon, on en reparlera. Ouais, durant les WSOP, il y aura cette question qui se repose parce que forcément, en juin et juillet, on verra qu'il y a toujours beaucoup d'inscriptions. Et après, je sais pas si on doit être trop loin, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a moins de joueurs uniques, il y a plus de réinscriptions et ça va peut-être un peu trop loin, je trouve. Mais voilà, bon, en vrai, la question n'est pas figée. Je pense que ce sera une thématique qu'on pourra traiter de manière plus approfondie parce que ce soit online ou live, ça implique quand même pas mal de choses de rebuy et de s'inscrire tardivement. Ouais. Et donc, je pense qu'on pourrait peut-être passer plus de temps là-dessus. Ouais, notamment techniquement, ouais. Ok, bah écoute, peut-être que je vous passe le flambeau du coup pour peut-être Adrien, deuxième thématique. Ouais. Tout à fait, c'est une actualité qui nous vient d'Espagne, dont le journal espagnol Marca est à l'origine, c'est-à-dire qu'il a édité le classement. Je savais la fin de sa phrase avant qu'il la fasse, quoi. Eh ben, écoutez, on se connaît si bien après tous ces épisodes ensemble. Non, c'est le journal espagnol Marca qui a édité la liste des 100 plus grands sportifs selon eux, et on retrouve pour la première fois un très grand joueur de poker en la personne d'Adrián Mateus Diaz, connu sous le nom de la Máquina, donc évidemment un team pro Winamax, mais qui est surtout l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde en ce moment. Et donc je trouve que c'est une très très bonne chose pour le poker, parce qu'on commence justement à assimiler cette discipline comme un sport et non pas comme un jeu de gamble ou un jeu de hasard. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi il a communiqué, Adrien, puisqu'il a dit cette nomination est très positive pour le poker. Les nouvelles générations voient déjà le poker comme ce qu'il est réellement, un sport de l'esprit. Les nouveaux joueurs comprennent de mieux en mieux que le poker demande énormément de travail pour évoluer au plus haut niveau, comme n'importe quel autre sport. Et c'est vrai qu'il est nominé à l'image, comme d'autres personnes, à l'image de Yannick Sinner ou de sportifs de Formule 1. Ouais, il y a une glissade en fait dans le regard des gens et des médias du poker qui se rapproche finalement de celui des échecs de plus en plus. Parce que les échecs, ça a déjà été assimilé, cette notion de sport, entre guillemets, de compétence intellectuelle et pas
déconnecté du hasard, entre guillemets, mais vraiment se rapprochant du sport, quoi. Et j'ai l'impression que ça bascule de plus en plus. Alors, je pense que ce sera jamais comme les échecs, parce qu'il y a forcément une part de hasard beaucoup plus importante. Mais voilà, ça évolue. Ouais. En tout cas, ça va donner beaucoup de projecteurs, je pense, au poker. Et le fait d'aborder le poker sur le côté non gambling peut que améliorer l'industrie et faire venir un peu plus de Dédiaboliser, quoi. monde. Ouais, dédiaboliser un peu ça. Et même juste intellectuellement faire comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense que ça peut intéresser plein de gens à découvrir ce jeu et ça peut être très cool, quoi. C'est quelque chose qui a vraiment évolué, selon moi, au sein des nouveaux joueurs qui arrivent, qui ont vraiment directement cette approche de rigueur, de sport, de BRM, de mental, qui embrasse directement tous les aspects du jeu. Mais pour autant, je pense que cette connaissance-là, elle ne dépasse pas le monde du poker. Et les personnes qui peuvent avoir une image un petit peu désuète du poker n'ont pas encore eu cet écho. Et donc, le fait que ça explose, entre guillemets, au grand jour et qu'on commence à en parler, je pense que c'est une très bonne chose pour la discipline, pour la dépoussiérer, justement. C'est vrai que les pros d'il y a 10-15 ans, on se démarquait pas spécialement par ces genres de choses, l'hygiène, tout ça. On regardait les high-tech poker avec des mecs qui avaient le petit cigare et qui faisaient n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça se rapprochait plus quand même du gamble que de la vraie discipline, quoi. Est-ce qu'on fait une autre actu pour toi, Chauffe qui peut ou- Ouais, moi j'en ai une à vous proposer. Du coup, c'est le PT Prague. Parce que du coup, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant avec l'actualité qu'il y a eu en décembre. Il y avait très peu de pros ou de grosses têtes connues sur le PT Prague. Et je pense que tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Flavien, mais j'ai l'impression qu'on est à un tournant pour le PT, qui jusqu'à présent était un des circuits les plus relevés, où il y avait beaucoup de grosses têtes d'affiches. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe du côté de Vegas et du côté des Bahamas, j'ai regardé la TF en fait, de l'EPT et il y avait quand même pas mal d'amateurs par rapport à ce qu'on peut imaginer d'un EPT. Et du coup, ça remet en question un petit peu, je pense, le côté un petit peu tough de l'EPT et ça peut remettre en question à long terme, à plus long terme, le prestige de l'EPT, je pense en tout cas. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui va s'amener dans les années à venir. C'est quel va être le rôle de PokerStar et du circuit EPT par rapport à la concurrence qui se fait de plus en plus grande. Et voilà, je trouve le sujet assez intéressant en tout cas à discuter. Est-ce qu'en termes d'affluence, c'est les mêmes affluences qu'auparavant ou elles ont été moindres? Je crois que ça baisse un peu. Sur le PT Barcelone, je crois qu'ils étaient un peu en dessous des 2K entrées au mois d'août, alors que les années précédentes, c'était supérieur. C'est passé de 2003 à 2100 à 2000, je crois, à peu près. Et le PT Prague, je n'ai pas le chiffre pour l'année d'avant, mais il y a eu Malte aussi, le PT Malte en fin octobre, début novembre. Ils ont fait 800 entrées, je crois, sur le main, qui n'est pas incroyable. Il y a le PT Paris qui va revenir là, du coup, en février 2026, on va voir. Ça va être, je pense, un marqueur important de l'année PokerStar. Bah, déjà, on va mettre Mais, 20 boulettes à nous trois, donc on va essayer de participer à l'effort de guerre, non mais ouais, voilà. Donc, je pense qu'il y a un sujet sur les EPT. Je pense qu'ils sont en train de se poser des questions aussi. Ils sont en train d'envisager de nouvelles destinations. J'entends des bruits de couloir. Je ne sais pas trop ce qui se fait. Je ne suis pas dans les petits papiers, mais... Quand tu me parles de ça, ce qui clignote dans ma tête, c'est non pas le néon que tu as derrière toi, mais c'est l'émergence des tritons notamment et des circuits hyper high stakes qui viennent du coup. Certes, c'est pas les mêmes buy-in, mais il y a quand même une partie des joueurs qui étaient capables d'investir 5300 €, je crois que c'est pour un main event. C'est ça, qui se pose peut-être la question du coup d'aller jouer des tournois avec des fields de moins gros, des milliardaires, des personnes riches étrangères qui n'ont pas forcément un gros niveau, sur un field qui va être plus restreint et où la variance sera moins importante. Et donc je pense qu'il y a clairement les tritons qui viennent impacter ça. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question, je pense, du prestige potentiellement de gagner un EPT vu que les fields étaient beaucoup plus gros et celui d'aller gagner par exemple un triton où les fields sont beaucoup plus resserrés. Mais selon moi, le field sera beaucoup plus tough qu'un EPT qui est quelque chose justement d'iconique, de légendaire et où il y aura plus de monde un petit peu, on va dire, random, quoi. Ouais, je crois que les EPT étaient vraiment connus pour avoir un field tough, tu vois. Vraiment pour avoir des très bons joueurs, Ça a toujours d'avoir... été, ouais. Ouais, Historiquement, ça a toujours été. ça a souvent été ça, quoi. Vraiment, c'était difficile de naviguer dans un EPT, en tout cas dans un main event EPT. Et là, peut-être que du coup, les gros joueurs sont peut-être tentés d'aller ailleurs parce que du coup, il y a les circuits, comme tu dis, Triton. Et attention, les Tritons, c'est pas que high stake du coup, parce que je sais pas si tu as suivi, mais à Jeju en septembre, ils ont proposé des 2K et des 3K buy-in. Et un 5K aussi, je crois. Donc, ils ont une volonté d'aller sur ces terrains-là. Donc, franchement, j'ai l'impression que la concurrence pour le PT va être assez forte. Effectivement, c'est pas très high stake de 2K, 3K, mais quand on replace ça dans un contexte d'un joueur potentiellement récréatif qui ne serait pas pro, c'est quand même une somme considérable. Et oui. Ouais, bon, en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Moi, c'est un truc qui me passionne, le live, j'adore ça. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment, mais même sur les plus petits buy-in, on regarde en France,
sur des buy-in à 500, entre 500 et 1000 euros. J'ai l'impression qu'il y a une offre incroyable, quoi. En plus, maintenant, il y a les Kill Kit Series, folie. Ah, magnifique. Quelle passe. Quelle passe. Le petit billet qui tournera après. Il prend même pas de Mais, billet en plus et il dit ça gentiment. Ah, c'est vendu. Je couperai On mon ne verra pas non plus le Sismic, c'est le WPO. Voilà, tout le monde fait croquer la famille. C'est ça. Un truc à caler peut-être, une formation. Non, on verra plus tard en conclusion. Mais ouais, du coup, je pense que les 3 sujets qui ont été abordés mériteraient des thématiques principales. Ça ne sera pas l'objet de la thématique principale cette fois-ci, ça sera vraiment le focus sur les préparations de séries. Mais intéressant en tout cas. En tout cas, on a fait 20 minutes sur un format qui devait 3 minutes. Non, abuse pas à Marseillais, on a 10 minutes là. Ça va. Et n'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire potentiellement quel est celui de ces sujets qui vous intéresserait le plus et si ce format est trop long pour vous pour les actus ou peut-être même trop court. Donc franchement, on est là sur un format qui va être malléable, donc n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Carrément. Du coup, on va jump sur la partie suivante, la thématique principale de ce podcast, puisque ça va être la préparation pour les Wina Series. C'était dur à dire, j'ai l'impression que ça restait dans la bouche le mot. Aujourd'hui, j'ai vraiment des problèmes articulés, mais ça va passer. Du coup, vous êtes 2 spécialistes des Wina Series. Flavien, je pense qu'il n'y a plus trop grand-chose à présenter. Le mec, c'est le seul parmi nous qui a gagné le 3 million event et il dit que c'est nous les spécialistes. Mais sur les dernières séries, c'était quand même plus en avant que moi. Céline Dius, pareil, a gagné un 250 Wina Series sur les derniers. Donc franchement, vous avez quelque chose à nous apprendre sur votre préparation. On va vous écouter religieusement. Le pierre feuille ciseaux pour savoir qui commence ou tu commences? Non, Flav, je te laisse juste décaler de quelques centimètres pour que ceux qui ont la partie vidéo du podcast puissent savoir pourquoi c'est à toi que je laisse la parole en premier. Ah, allez, c'est vendu. Ouais, attends, comme ça. Elle est mal cadrée. On l'aura pour ceux qui ont que le son. Il se trouve qu'il y a 4 bouteilles Wina Series calées derrière Flavien. J'en ai perdu 2 en plus. Et il en manque 2, excusez-nous. Ouais. Non, bah alors, si on se reconcentre un petit peu. Déjà, petit disclaimer, les séries, ça revient. C'est pas les dernières séries, Winamax Series que vous allez jouer. Et je pense que c'est très important de visualiser ça, c'est que vous jouez quand vous avez envie de jouer. Et si vous n'êtes pas très frais financièrement et même psychologiquement parce que ça se passe mal durant les séries, il ne faudra jamais hésiter à prendre un day off ou à arrêter de jouer. Oui, c'est des séries, il y a de la value, on se dit si je rate le tournoi, c'est chiant. Il y en aura d'autres des séries où vous avez toute votre vie pour en jouer. Donc vraiment, déjà, les séries, ça revient. Oui, effectivement, il n'y en a que 3 par an, mais il ne faut pas hésiter, il faut s'écouter et à couper si jamais ça se passe mal. Ça, c'est vraiment le truc le plus important, je trouve, parce que on subit un petit peu trop parfois ces sessions et on se dit oui, mais je devais jouer parce que c'était les séries. Donc ça, voilà, c'est le premier point. Ensuite, important évidemment de bien respecter sa bankroll, même si en période de séries, on a tendance à vite l'oublier. Souvent, on se dit oui, c'est le moment où je me fais plaisir, puis on verra après. Et le problème, c'est que quand on joue pas ces buy-in et qu'on joue plus cher, oui, durant les séries, c'est malin de jouer plus cher, entre guillemets, puisque forcément, le niveau est plus bas pour chaque buy-in. Donc si je joue un ABI 20, si je joue un 50 durant le series, c'est très acceptable en termes de niveau de jeu. Mais on joue sur des buy-in où on n'a pas l'habitude, sur lesquels on va jouer des sommes où on sera peut-être pas assez à l'aise et on va pas assez bien jouer en late game également, avec une variance parce qu'il y a des énormes fils qui sont très durs également. Donc attention, vouloir jouer plus cher certes, mais il y a des problèmes à ça. Et il y a notamment un gros problème qui est souvent sous-estimé, c'est le après, le post-series. Quand on retourne à notre propre grind, c'est souvent très très dur d'aller rejouer des limites plus basses avec des price pools beaucoup plus petits. Donc il faut bien faire attention à cela. Un truc du coup qui est directement lié, quelle ABI jouer? Moi je vous propose effectivement de jouer potentiellement ABI légèrement plus cher durant les séries, mais faites attention encore une fois, comme je le disais juste avant. Et le quid des sats. Alors je suis vraiment pas un défenseur de jouer des satellites de manière générale au poker, parce que jouer un satellite, pour moi c'est soit ça te permet de jouer un tournoi que tu kiffes, donc par exemple un tournoi live, ou alors d'accéder à un tournoi qui est juste plus cher online, mais ça va être bien pour moi que pour les séries. Parce que si durant l'année tu joues un SAT pour aller jouer un tournoi qui est plus cher, c'est-à-dire que, imaginons que tu joues à BI20 et que tu joues un SAT pour un 50 ou un 100, tu es en train de jouer un tournoi où tu vas item peut-être une fois sur 5, pour aller jouer un autre tournoi que tu vas item une fois sur 5, donc tu vas item une fois sur 25, donc tu as très peu souvent un retour sur ce que tu as dépensé, et en plus tu vas aller jouer un tournoi où tu n'as pas d'edge, parce que si tu as un edge sur le tournoi à 100, tu joues pas des tournois à 20. C'est comme ça que c'est la loi du plus fort. Si tu avais le niveau pour jouer les 100, tu serais sur les 100. Donc, pour moi, les satellites, c'est quelque chose qu'on veut plutôt éviter, sauf pour du live ou pour les séries. Parce que si vous jouez à BI20, allez jouer vos petits 125 millions d'events, vous avez le niveau, il n'y a aucun problème. Donc voilà, jouer des satellites pour des tournois un petit peu plus chers durant les séries, ça peut être également une solution. Donc, moi, je te mets sais pas si vous voulez rebondir déjà sur mon disclaimer global, quoi.
Ouais, tout à fait, Flav. Parce que tu as dit, effectivement, on peut aller jouer plus cher sur les séries parce que le niveau sera moins fort. Je te rejoins là-dessus et je suis d'accord, c'est ce que j'ai fait également. Mais il faut pas en oublier aussi que les fields seront plus gros. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, je pense qu'il faudrait peut-être ne pas changer son ABI parce que certes, le field sera plus facile, mais la variance sera tellement, tellement forte que du coup, ça va impacter d'autant plus la bankroll. Après, il peut également y avoir deux options. C'est est-ce que je suis en train de jouer en bankroll management, on va dire, ou à contrario, je suis quelqu'un qui a la possibilité d'investir, je sais pas, 500 000 euros sur ces séries, je suis prêt à les perdre et du coup je me fais des shots en dehors de mon BRM et c'est juste pour le plaisir. Voilà. Mais attention à ça quand même, je pense. Ok. Bon, on touche quand même trois points importants de la prépa des séries. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça qui vous viennent en tête? Ah ouais, moi j'en ai encore plein là. Oh là là, j'ai pas Déroule épuisé sans mes les développer ressources. du coup. Mec, je suis à un quart de ce que j'ai écrit. Non, bah la prépa des pré-séries. Alors évidemment, on va travailler son jeu, mais si vous voulez travailler un peu votre jeu, faites attention, hein, parce que ce que vous allez jouer durant les séries, c'est pas votre quotidien de grind habituel. Hein. Vous allez pas du tout jouer les mêmes fields, vous allez pas du tout jouer les mêmes joueurs, et surtout, vous allez jouer des Space KO. Beaucoup de Space KO avec des gens qui du coup jouent parfois que durant les séries et vont faire absolument n'importe quoi dans leur rapport au Space KO. C'est-à-dire que peut-être que vous, quand vous regardez le Space KO, vous regardez le KO moyen, il y en a peut-être qui regardent le minimum, mais il y en a aussi beaucoup qui regardent le maximum. Beaucoup qui regardent le maximum. Et ça va forcément influencer le jeu. Donc attention dans votre manière dont vous travaillez le jeu et donc vous allez jouer automatiquement parce que c'est pas votre quotidien de grind. Attention durant votre prépa à bien préparer, bon on parlait de BR mais aussi vos sets de tournois. Moi, je suis un peu nazi avec ça, c'est-à-dire que je me dis, ok, tel jour, c'est ça, les tournois que je vais jouer, ça me fera tant de tables maximum. À telle heure, si j'ai tant de tables, voilà, les tournois que je peux lancer. En gros, je me fais une sorte de code couleur de tous les tournois. Et en gros, il y a les verts clairs, c'est ceux que je veux absolument jouer, vert foncé, moyen, rouge, bon, il y a peu de chances que je les joue. Et paf, j'ai un spot qui se libère sur ma table, je regarde mon set à côté. Ah, il y a une table verte encore, allez, je l'inscris. Tu vois, et je fonctionne énormément comme ça, ce qui me permet d'économiser du temps pendant que je suis dans ma session. Donc, pensez bien à préparer vos sets de tournois à l'avance. Et les deux choses de prépa avant séries, arrivez pas à cramer pour les séries. Évitez de trop jouer avant les séries, arrivez pas à cramer direct dès le début des séries, au bout de 2 jours vous avez plus envie de jouer. Et jouer des petits fields avant les séries, ça je sais que c'est un truc, peut-être il n'y a pas grand monde qui le fait, mais on a envie d'arriver en confiance durant les séries. Et pour arriver en confiance, c'est bien d'avoir des deep runs dans les pattes. Pour avoir des deep runs dans les pattes, il faut jouer des petits fields. Donc n'hésitez pas à jouer plein de petits fields avant de jouer les séries, comme ça vous allez acquérir de l'expérience, et puis surtout vous allez être dans un bon mood, dans une bonne énergie, vous aurez l'habitude de jouer des demi-finales. Alors si ça fait 3 mois que vous n'avez pas fait une demi-finale, vous arrivez sur un Winamax Series, vous êtes en demi-finale, bah, vous n'allez pas oser 3 vous n'allez pas oser bouger d'un centimètre, donc faites très attention à ça. Et voilà, c'est un petit conseil pour moi de jouer des petits fields avant les séries. Voilà. Moi, je te rejoins sur ce que, si on prend globalement ce que tu as dit, c'est en fait avoir un plan, c'est-à-dire que ce soit en termes de BRM ou de stratégie de jeu, etc. Je pense que c'est super important de cadrer tout à l'avance. Et effectivement, notamment les day-off, c'est quelque chose qui est super important. Et généralement, quand vous hésitez à jouer, c'est qu'il ne faut pas jouer. Généralement, on s'en rend compte au bout d'1 heure, 2 heures, et finalement, on arrête la session et on aurait pu économiser du temps, de l'énergie et également de l'argent. Donc, je pense que ça, c'est super important. Et surtout, bien cadrer les buy-in. Donc, soit vous allez jouer plus cher, comme le conseil Flav, soit vous êtes raisonnable et vous restez sur les mêmes buy-in. Mais par contre, il y a notamment le cas des flights, donc les gros tournois qui se qualifient sur plusieurs jours. Ceux-ci, c'est des tournois, il va y avoir 100 000, 150 000 joueurs. Et donc, du coup, la variance va être d'autant plus importante. Donc, vous pouvez également vous fixer des limites en termes de boulettes, ou peut-être ne pas jouer les plus gros buy-in que vous jouez en temps normal parce qu'il y a plus de variance, etc. Et aussi, il y a le côté mental, sportif et hygiène de vie, qui est quelque chose qui pour moi est très important, et je pense qu'il faut vous faire une routine, par exemple d'heures de lever, d'heures de coucher, peut-être également de préparer les repas avant la session pour ne pas avoir à cuisiner ou pas trop galérer durant les pauses, pour en fait essayer de focus et de concentrer son énergie sur le poker et comment prendre les meilleures décisions une fois qu'on est assis à table, quoi. Je pourrais vous en parler des heures parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup stimulé, mais je vais m'arrêter là. Ok. Ah, c'est super intéressant. Ta Moi, juste pour respiration. rebondir sur les jours off que tu décris, Adri, moi, c'est vrai que j'aime bien savoir que je vais prendre 2 jours off, mais j'aime pas les placer à l'avance, tu vois, par exemple. J'aime bien aller aussi un petit peu au feeling, sur le moment, me sentir comment je me sens dans mes sessions, dans l'enchaînement, savoir si j'ai bien récupéré ou pas, en fonction de mes nuits, et puis aviser, mais savoir que je vais les caler, et puis target 2-3 jours possibles pour placer le joueur off, par exemple, et en fonction, bah, soit en poser un sur ces 3 jours-là, soit 2, et faire tout ça. Je voulais juste rebondir aussi sur un truc que tu disais qui était super intéressant, c'était tout le management, côté fatigue, etc. Moi, je sais que c'est un de mes, c'est un de mes points de réflexion principaux. C'est vraiment comment je vais jongler sur ces 10 jours de séries pour optimiser tous mes points de récup, pour faire mes repas avant, pour bien gérer mes journées, sortir un peu pendant ma journée, pas être tout le temps sur le PC, gérer ma fatigue, gérer potentiellement le stress, etc. Et du coup, bah, ça, pour moi, c'est vraiment un truc important, en tout cas, dans mon organisation.
Sachant que on a tous une vie qui est très différente vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui sont pros et qui vont faire que ça de leur journée. Il y a des gens qui ont leur journée de travail et qui vont arriver après. Donc c'est très difficile. Et on pense aussi à eux. C'est à eux de réussir à gérer ça. Toi, tu parlais aussi de même si on fait que de ça durant les séries, par exemple, Robin, enfin toi et moi, bah forcément, toi qui as une famille, qui a des enfants et tout, bah t'arrives pas à cramer. J'arrive moins cramé que toi au début de la session. Donc forcément, réussir à jongler avec tout ça et préparer plutôt que juste improviser, quoi, j'imagine. Ouais. J'ai donc noté d'autres thématiques intéressantes. J'ai noté le nombre de soirs de grind, donc, comme tu le disais, mais aussi les longueurs des sessions. Il y a beaucoup de gens qui lancent très tôt. Les séries, ça commence tôt. Il y a des flights très tôt avec les one-time et compagnie. Alors, on sera peut-être pas d'accord là-dessus. Je crois qu'Adrien, il est assez friand de faire des sessions un peu trop longues, mais je sais pas trop si c'est toujours le cas. C'était le cas, il fut un temps. Ça a Mais évolué. ça a évolué, Ouais. ok. Parce que je sais que à un moment, je t'avais un peu, au tout début où on parlait beaucoup poker, je sais que tu faisais des sessions un peu longues. Mais moi, j'ai toujours été adepte de pas avoir des sessions trop longues, surtout quand tu dois beaucoup enchaîner. Parce que la fatigue que tu prends maintenant, bah, ça va être dur pour les soirs suivants. Voire même, ça peut générer un peu de tilt passif qui te donne envie de moins jouer ou qui te fait moins bien jouer. Donc c'est bien de se ménager quand même. Donc d'éviter des sessions trop longues. Je sais pas si tu veux rebondir dessus, Adrien, toi qui as un repenti. Ouais. Tout à fait. Il y a la question de la FOMO, comme on dit en anglais, Fear of Missing Out, c'est-à-dire que le fait, je joue pas ça, je rate une opportunité de deep run, de TF, voire même d'un titre Winamax Series, et du coup, j'ai pas fait à manger, mais c'est pas grave, écoute, je me ferai des pâtes à la pause, et du coup, je lance plus tôt, comme ça, je chope le 5 € rebuy de 16 heures, où il y aura 4000 entrées. Et Ça tu te va fais jamais clairement les pâtes, hein. Tu commandes clairement un McDonald's en plus. Voilà, et tu maximises clairement absolument rien, vu que la variance est énorme dessus, donc non, vraiment, des séries, comme l'a dit Flav en début de thématique, il y en a cette fois-ci, il y en a en janvier, il y en aura aussi en avril, en septembre, et ce pendant les, je sais pas, 10, 30, 40, 100 prochaines années peut-être. Donc vraiment, ne rater un tournoi, c'est pas important. Par contre, arriver stressé sur un début de session, avoir faim pendant, avoir une baisse d'énergie, ne pas être reposé, ne pas s'être dépensé parce que du coup, on a zappé le sport au profit d'un trident, je ne sais quoi. Et bah, ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que d'arriver à choper 1 ou 2 tournois plus tôt. Et en plus, généralement, si vous posez la question de commencer la session en avance, etc., c'est que déjà c'est trop tard et que vous allez en plus late rex qui, la majeure partie du temps, n'est pas une bonne chose. Donc effectivement, je conseille de bien cadrer ces sessions et être capable de repousser leur début aussi. Vous dites, j'ai eu un contretemps aujourd'hui, il y a telle ou telle chose qui m'est arrivée, je ne peux pas lancer à 18h comme je le souhaitais, c'est pas grave, je vais le faire à 20h, mais je le ferai à 20h dans les meilleures conditions. Et encore hier, moi j'ai pas fait ça, j'ai eu un rendez-vous qui a duré, j'ai quand même voulu lancer ma session pour faire un stream, j'ai arrêté au bout de 2 heures, j'ai perdu 500 €. Merci, au revoir. Voilà. Merci de la donation. Bah, c'est Voilà. vachement intéressant ce que vous dites du coup, mais moi ça peut m'arriver pendant les séries, par exemple le premier mardi ou le premier mercredi, de pas faire de session soirée et de me concentrer sur une après-midi par exemple, pour qualifier les flights ou comme ça me fait pas un jour off, mais ça me fait un jour beaucoup plus light et je vais jouer au poker en après-midi. Ma session va se finir vers 20h à tout péter et j'ai ma nuit, j'ai ma soirée et ça peut être un petit temps de respiration dans son marathon en tout cas. T'as la même chose en version non père de famille, c'est qu'il y a des gens qui peuvent lancer à 22h. Plutôt Ouais. que l'après-midi, mais bon, ça leur prend la soirée, donc c'est une possibilité aussi, hein, ça t'accumule moins de fatigue, et pourquoi pas. Bon, alors, 2 autres thématiques. La première, c'est la gestion des re-entries. Super, super, super important, à la fois en termes de bankroll management, mais aussi et surtout de stratégie et de technicité, puisque la plupart des tournois sont en KO. Space KO, Progressive KO. Et vouloir re-entry massivement parce qu'il y a comme on disait, la peur de rater un tournoi, il y a de lever, machin truc, ça peut nous mener à re-entry des tournois KO sur des levels qu'on ne devrait absolument pas re-entry. Donc, grand conseil, arrêtez de re-entry au 6, 7e, 8e level d'un tournoi. Ne le Ouais, faites mais juste one time, pas ça passe, sur la Flav. Cette fois-ci, ça passe et c'est le titre. C'est vrai que tu sais que le 5 million event, c'est un max night register qui m'a emmené en TF1. Oh, putain. Mais ça ne m'arrive quasiment jamais de re-entry passer à partir du niveau 3 un tournoi KO, grosso modo. Tout ce que tu pourras dire après ça, Flavien ne sera pas pris en compte. Tu C'est peux clair. t'arrêter là. Avant le- Comment se décrédibiliser? Non, mais après, la différence, c'est qu'il y avait des tournois que je lançais pour record des trucs pour Kill Tilt, donc j'étais pas très regardant de lever de mon tournoi de base. Mais si on veut optimiser ça, en tout cas, si moi je suis dans ce mood-là, dans une session comme ça, je n'inscris pas un tournoi en late register sur un tournoi KO, passer le 3e niveau. Sauf si c'est vraiment mon bottom de buy-in et que c'est la singerie, quoi. Moi, je t'écoute plus de toute façon. Ok, très bien. Mais après, je pense que de toute façon, je prêche des convaincus. Je sais Non, pas mais si je suis vous avez un totalement level d'accord. maximum, vous vous dites je register plus à partir de celui-là.
Alors, c'est pas tellement en termes de level, c'est plutôt en termes de field qui a été éliminé, donc de pourcentage de joueurs qui manquent. Et en gros, si on fait des mathématiques de singe, comme on dit, la moitié des KO, les KO, c'est la moitié du buy-in. Et du coup, s'il y a, je sais pas, 20% des joueurs qui est parti, ça veut dire qu'il manque déjà la moitié de 20% de l'argent qu'il y a dans le tournoi. Donc, il manque 10%. Donc, si vous jouez un 10 euros où il manque 10%, c'est comme si vous achetiez un 10 euros à 9 euros. Vous avez déjà moins 10% de ROI, etc. Et donc, du coup, si jamais vous vous dites, ah bah moi, je vais buy-in un KO alors qu'il y a déjà la moitié des joueurs en moins, ça veut dire que vous estimez que vous avez plus de 25% de ROI. Donc en plus d'être non raisonnable, vous êtes peut-être un petit peu prétentieux sur votre ROI, surtout dans ces périodes-là. Mais non, par contre, ce qui compte aussi sur le fait de rebuy ou pas, au-delà du côté financier, c'est la question macro gestion de session. Parce que si vous relancez, ça vous fait une table de plus, ou en tout cas une table qui reste là, qui va soit potentiellement empêcher de lancer un tournoi à l'heure d'après, ou sinon vous allez également le lancer, et à ce moment-là vous allez avoir trop de tables, vous allez être moins concentré, et en plus de ça vous aurez un tournoi où vous allez être short, vous allez être rapidement à tapis, ça va générer des coups à tapis, peut-être de la frustration aussi. Et donc du coup je pense que quand vous allez rebuy, posez-vous la question déjà de si vous avez le ROI nécessaire, et si en plus vous feriez pas mieux d'attendre pour peut-être souffler, vous relâcher un peu, et ensuite reprendre avec moins de tables et être plus concentré sur les tournois qui arriveront. Voilà. Bon. Ouais, moi juste pour rebondir, du coup, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, il faut aussi se dire que tout le monde ne joue pas pour avoir un ROI, quoi. T'as plein de gens qui vont lancer pour kiffer, parce qu'ils ont un Bien tournoi sûr. qui leur fait plaisir, parce que c'est le seul tournoi qu'ils peuvent jouer dans leur semaine, et du coup, bah, juste être au clair pourquoi vous jouez, quoi. Je pense que c'est très important, et peut-être de caler en avance, effectivement, bah, quelle est votre psychologie sur les rebuys. Et une fois que vous êtes au clair avant la session, bah, après, il n'y a pas de problème, ça évite le clic émotionnel qui peut coûter cher, quoi. Mais Et là, c'est le jackpot. T'imagines, tu re-entries un tournoi, au dernier level, ça t'empêche d'inscrire un tournoi à l'heure, tu le joues 20 minutes, tu le bustes en late register, donc c'était nul, et du coup, l'autre tournoi que tu aurais voulu jouer au premier level, tu vas le jouer lui aussi en late register, et tu t'es détruit le ROI partout, enfin, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que sur les séries, le côté FOMO, il est assez ouf, quoi. Et du coup, on va peut-être parler du nombre de tables, mais c'est pareil, quoi. Sur un marathon comme les séries, je trouve la gestion du nombre de tables, en plus, il y a des fils qui sont vachement polarisés. Enfin, tu peux avoir de tout, quoi. Même sur un 200 euros, tu peux avoir de tous les profils. Je pense que d'être bien concentré sur ces tables, ça rajoute une V assez ouf, quoi. Donc, pas lancer trop de tables pour moi, mais après, Je suis Ouais, plutôt extrémiste ouais. par rapport à ça, mais vas-y je Flav. sais, ouais. Ah, allez, vas-y, dis ce que tu as à dire. Bah, c'est pas dans le fait que je joue beaucoup de tables de base, c'est qu'en période de séries, donc de gros fields comme on l'a dit, je pense que la variance est d'autant plus forte et que pour la lisser, il faut jouer plus de volume. Donc j'aurais tendance en fait à avoir une stratégie où en début de session, je vais jouer plus de tables, être en mode autopilote, etc. Open, c'est bête de barrel et pas rentrer dans les lectures de notes, les machins. Et par contre, à contrario, dès que je vais voir que je vais avoir quelques tables qui ont des bouts de deep run, des ITM, des KO, etc. Et bah là, je vais réduire mon nombre de tables pour me concentrer davantage et aller chercher un edge que les autres n'auront pas, et que évidemment je n'avais pas en début de session. Donc du coup, en fait, vraiment être conscient de l'évolution de sa session, de la tournure qu'elle prend, et du coup d'avoir une gestion du nombre de tables qui soit dynamique en fonction de la situation. Ok, alors, on va faire un truc, c'est que quand vous écoutez ce podcast, on n'a pas la vérité. Et là, par exemple, je suis fondamentalement en désaccord avec Adrien. Mais ça veut dire que déjà, ne buvez pas nos paroles, ne vous dites pas qu'on a toujours raison. Parce qu'il y a forcément nous deux qui a tort dans cette histoire, mais on ne saura pas qui. Mais Mais attention, après, c'est propre à chaque profil aussi, Flavien, tu vois. Ça oui, peut être mais vraiment. moi, par exemple, le fait de me dire je dois combattre la variance en ayant plus de tables, pour moi, c'est un non-sens parce que si tu joues plus de tables, tu diminues ton ROI sur chacune des tables, donc tu augmentes la variance de chacune de tes tables. Donc moi, je le vois à l'inverse. J'ai hors de question de jouer plus de tables s'il y a plus de variance. Quand on augmente son nombre de tables, on diminue le ROI, on augmente la variance. Donc moi, je le vois à l'inverse. Tout simplement, et j'essaye. Après, en vrai, moi, je change rien. Je joue mon nombre de tables normal parce que je joue à peu près les mêmes buy-in. Mais c'est vrai que si on est amené à jouer presque un peu plus cher ou machin, bah là, c'est sûr et certain qu'il faut pas jouer plus de tables. Moi, c'est vraiment ça que je le verrais. Je le verrais au moins comme ça, à minima. Mais c'est super intéressant. Mais moi, du coup, ce que dit Adrien, ça me rappelle à l'époque où je streamais un peu plus du poker. Et quand tu es en stream, tu as quand même un intérêt à lancer plein de tables aussi, tu Bien vois. sûr. Parce que tu as besoin du deep run, tu as envie d'avoir un deep run, tu as envie de partager les émotions en live. Et plus tu lances de tournois, mine de rien, plus tu as la chance d'avoir le deep run dans la soirée. Je sais pas si ça joue pour toi, Adri, ou pas du tout. Mais moi, je sais que j'avais un peu ça en tout cas. Alors ça joue clairement, ça joue déjà comme on l'avait dit sur les late reg. Enfin ça joue sur le fait de jouer plus de tables, mais aussi sur les late reg. C'est-à-dire que je vais aller late reg des trucs catastrophiques parce que je me dis bah si ça crée un deep run, ça va créer de l'audience sur la chaîne. En plus ça va être sympa, etc. Donc je suis limite prêt à faire une re-entry qui va être perdante parce qu'il y a le levé du stream derrière. Mais on est très très peu nombreux dans ces situations-là et c'est quelque chose qui est pas forcément bon. Et notamment par exemple je jouais le Battle Royale en semaine, qui est quelque chose sur lequel je pense que j'ai un ROI négatif, donc je perds de l'argent. Je le faisais uniquement pour le stream, puis je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de perdre 200 € par soir pour gagner 40 balles de publicité? Et je crois que l'un dans l'autre, ça marchait pas, quoi. J'ai une question pour toi, Adrien. Ouais. Tu lances une session en stream et tu gagnes un Winamax Series à l'arrivée. Combien t'es prêt à ce que ça te coûte d'euros en échange?
Bah, la question s'est posée, la question s'est posée à la veille du D3 du 250. Moi, je voulais pas la streamer. Et mon pote, il m'a dit stream-le. À la limite, tu perds 2-3% de ROI. Mais qu'est-ce que ça représente à 30 levels d'un 250, tu vois? Mm. Et Je après, sais pas ça si tu perds dépend. que 3%, parce que tu perds des pourcents dans le C'était moment une où tu es dans tes estimation à la top louche, hein, gains. c'est au doigt Du mouillé, coup, ça. ça fait beaucoup, quoi. Tu penses que tu perds un peu plus, mais après, peu importe. Mais c'est vrai que ça dépend aussi du Winamax Series. Tous les Winamax Series se valent pas, je trouve. Mm. Mais là, c'est plutôt l'argument. En fait, j'ai streamé le D1, le D2. Je peux Mm. pas dire à 800 000 personnes que bah, les gars, non, écoutez, le D3, je vais le faire dans mon coin, ça m'arrange parce que Bah voilà. ouais. Donc, du coup, c'est ça qui a primé, quoi. Mais mec, moi, ça Et m'est par arrivé. Mec, je devais commenter le jour 3 chez Winamax. Et il s'avère que je qualifie le jour 3. Et Ouais, du coup, c'est je suis en celui mode où on ah, était merde, ensemble. exactement, c'est celui que tu gagnes. Et je Ouais. suis là en mode, mais qu'est-ce que je fais? Je leur dis quoi? Et je leur dis le jour même, bah c'est quoi? Je monte sur Paris, je vais le commenter en direct. Et on devait le faire Incroyable. cards up, et du coup, on l'a pas fait cards up. Parce qu'automatiquement, il y aurait eu un problème. Et magnifique, voilà. j'avais pas su. Ok. Ouais. Mais du coup, moi, ça m'amène à une dernière thématique qui pour moi était importante lors des séries de septembre. C'est lié au côté stream, ce qui n'est le cas de personne d'entre vous, enfin en tout cas d'une minorité d'entre vous. Mais par contre, on peut comparer le stream à une vie de famille ou à des activités externes, un enfant à surveiller, un chien à sortir ou quelque chose comme ça. Et du coup, je pense que c'est vachement important d'arriver à cadrer les divertissements, on va dire, exogènes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de nous. Et donc, par exemple, le fait de se dire à sa femme, bah, moi, je garde les enfants cet après, mais par contre, à partir de 19h, je suis dans ma session. Donc, s'il te plaît, dès qu'il y a, je sais pas, la petite qui crie ou quoi que ce soit, c'est toi qui la gères. Ou à contrario, bref, s'organiser pour vraiment arriver à concentrer son énergie sur le poker et sur les décisions et limiter au maximum les choses qui peuvent venir à côté, je sais pas, une notification Discord, du scrolling sur Insta pour vraiment maximiser son ROI et également maximiser le plaisir parce qu'on est d'autant plus content, je trouve, quand on arrive à bien cerner les coups qu'à être en dilettante et en faisant autre chose à côté, quoi. Voilà. Ouais, clairement, ouais. Ok, et bah écoutez, je pensais pas qu'on parlerait autant au final de ça, mais c'est très bien. Et bon, j'ai noté juste un petit truc, mais ça je suis pas sûr qu'on ait besoin d'en débattre, c'est la gestion des flights, parce que les flights ne sont pas tous identiques. Tu parlais de jouer l'après, mais il y a aussi ceux du soir qui sont très Mhm. turbo. Et bah, mine de rien, tu joues beaucoup moins de mains une fois que t'es item pour atteindre le min cash. Donc il va y avoir des. Le stack moyen sera le même pour Calif, mais il va y avoir beaucoup moins de big stack quand on joue sur les très très turbos sur les derniers. Donc voilà, ça peut être un moyen un peu plus facile de qualif un jour 2, mais ça diminue nos chances d'avoir un gros stack. Alors, un truc un petit peu important. Et sinon, le truc vraiment le plus important, enfin un des trucs les plus importants, c'est penser au post-Winamax Series. C'est hyper important, c'est si jamais vous avez été down sur les séries. Souvent, on a joué un peu plus cher, on s'est fait plaisir, machin. Qu'est-ce qui se passe? Post-series, c'est très dur de rebuild d'une motivation à l'idée de jouer. Parce qu'on joue sur des tournois avec des plus petits buy-in, avec moins d'argent à la gagne, ça fait pas kiffer. Donc, n'hésitez pas déjà à anticiper ça, à éviter de vous retrouver dans cette situation, parce que parfois, quand on s'y retrouve, bah, c'est juste impossible d'en ressortir. Et on se remotive pas du tout. Donc déjà, ça peut Après, être une Flav, très très grosse problématique. tu peux Oui. toujours vendre un truc, je sais pas, tu vends ta télé, ton vélo, et du coup tu rebuilds ta roll derrière, et comme ça t'as pas trop de swing de buy-in, je sais pas, c'est une idée. Non, mais en tout cas, en termes de motivation, c'est sûr que c'est hyper dur. Et je pense qu'on n'anticipe pas ce truc-là. Et une fois qu'on est post-series et qu'on n'a plus envie de jouer parce qu'on est démotivé pour jouer des. Parce que juste, ça nous motive pas de jouer des tournois qui font moins kiffer, quoi. Donc, faut essayer de se reconstruire des objectifs post-series, se créer des petits défis, tout ça. Je pense que c'est une bonne solution. Et à l'inverse, si on a joué, qu'on a gagné de l'argent, faites attention à pas aller jouer, à vous dire tiens, je vais tout de suite monter de buy-in, etc., etc. Oui, vous avez plus de bankroll. C'est pas dit que vous avez le niveau pour jouer la limite du dessus. Vous avez gagné une somme dans un contexte particulier avec des joueurs plus bas que le niveau habituel. Ça veut pas dire que vous avez le niveau pour monter. Faites-vous plaisir, je dis pas. Mais attention quand même. Petit truc de prévention, vous avez peut-être pas le niveau pour monter et d'aller jouer le Battle Royale. Voilà. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Complètement Très d'accord. bien. Cède. Très bien. Est-ce Bah que, écoutez. est-ce que Oui. Robin, tu nous ferais pas une petite synthèse, toi qui as été plus à l'écoute de ce qu'on s'est dit sur les 3 points, je sais pas selon toi, qui seraient les plus intéressants à retenir ou les plus pertinents? Ouais, je vais essayer de faire ça. Pour moi, donc en 1, je dirais vraiment préparer ces séries, définir un budget, définir pourquoi on joue, définir les tournois qu'on veut jouer, comment on va s'organiser pour être disponible. Moi, j'aime beaucoup ce qui se fait de plus en plus et qui a été lancé par Zedchance et Juanito, c'est la Grindhouse. Il y en a plein qui se rejoignent entre grinders pour avoir un écosystème qui soit full focus autour de ça. Je pense que c'est assez sympa. Ça permet aussi de garder la tête sur les épaules sur plein de choses. En 2, je pense qu'il y a la gestion des séries en elles-mêmes, avec la gestion de la fatigue, la gestion de la préparation des sessions, les jours off, vraiment tout ça. Et en 3, je dirais peut-être l'après, quoi. Comme disait Flavien, essayer de bien anticiper, définir encore une fois quel va être l'impact de ces séries, d'anticiper tous les scénarios. Si on gagne, on n'est pas le roi du monde. C'est pas pour ça qu'on est
qu'on est passé au-dessus de tout le monde, notre niveau n'a pas changé après les séries, quoi. Donc vraiment garder les pieds sur terre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et puis je pense que déjà avec ça, on a un bon petit truc. Est-ce que vous voyez des choses à compléter les deux? Non. J'allais dire, 3 bis, un truc qui est vraiment très très important, c'est aussi de penser à la gestion des inscriptions tardives. Parce qu'en fait, il n'y a que des KO. Il n'y a que des KO, donc c'est Ouais, bien indispensable d'y penser Space beaucoup. KO maintenant. Ouais, des Space KO. Donc ouais. Et prendre du recul peut-être. Prendre du recul sur le fait que c'était 15 jours dans votre de vie déjà d'humain, d'homme, de père de famille, mais surtout peut-être de joueur de poker. Et donc du coup, c'est pas grave, ces 10 jours sont mal passés. Par contre, c'est une belle opportunité pour avancer, apprendre et arriver mieux préparé la fois d'après. Donc c'est pas juste une performance, c'est également un entraînement pour ce qui peut se passer après. Et je vous invite à faire des petits bilans peut-être sur les différentes thématiques que vous auriez pu vous fixer en amont. Est-ce que j'ai été rigoureux par rapport au rebuy, à la préparation, au day-off, etc. Et vous dire comment je peux faire la prochaine fois. Comme ça, si le résultat financier n'est pas positif, vous aurez au moins engrangé une expérience qui sera utile, quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup ce que tu dis, Adri, et je rebondirais même là-dessus en disant, bah voilà, c'est effectivement 2 semaines dans une année, il y en a 3 dans l'année sur Winamax. En termes de gains, le côté FOMO, ok, il va être présent quoi qu'il arrive, mais vous aurez d'autres séries à jouer, quoi. Par contre, si vous vous ratez sur la préparation, sur les bankrolls, sur la gestion de la bankroll, etc., c'est possible que ce soit les dernières. Et ça, il faut garder ça en tête, quoi. Si vous n'avez pas bien préparé ça, si vous jouez plus que vous pouvez vous permettre, si vous tiltez, que vous êtes à spewer votre argent, c'est long à reconstruire une bankroll. Ça prend C'est du dur temps. de bulle d'une bankroll, c'est facile de la détruire. Exactement, ouais. Et ça, je pense qu'il y en a plein qui tombent là-dedans dans les séries. C'est facile et il faut faire attention, quoi. Donc, pas de FOMO sur le côté win et surtout, de la grosse gestion pour le côté financier. Je pense que c'est très important. Ok. Je vous propose, si on switch, Robin, ça te va qu'on passe sur mon anecdote? Ouais, allez. Moi, je suis hâte de l'entendre, cette petite anecdote, Ok. parce que tu nous as teasé avant. J'aurais dû la teaser en intro, mais c'est sur Cabrel, du coup. Ouais, Martin Cabrel, personnage assez clivant dans le milieu du poker. Dans un moment du poker live ou même des retransmissions live de manière générale, enfin bref, l'image des joueurs de poker est très lisse. Très 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 lisse. Beaucoup trop lisse. Loin est la période des Sam Farah, des Jamie Gold, des mecs comme ça qui en mettaient partout. Maintenant, c'est très lisse et on regarde un Vogelsang qui a 7 cm de vêtements au-dessus de son visage quand il joue au poker ou des personnes complètement impossibles à lire quoi que ce soit. Donc, forcément, il y a des problématiques de cela. Pour autant, de mon point de vue très personnel, je ne comprends pas qu'on se mette à adorer l'opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte extrêmement mal à la table. Oui, Martin Cabrel, c'est quelqu'un qui va amener un petit peu ce côté fun, potentiellement, à la table, qui va beaucoup parler, qui va chauffer un petit peu. Mais, moi j'ai une anecdote à vous raconter sur Martin Cabrel. Martin Cabrel, ce n'est pas que je fais le show pour amuser la galerie. Martin Cabrel, c'est je fais le show pour amuser la galerie dans un certain contexte, quand il y a les caméras. Dès qu'il n'y a pas les caméras, c'est je suis infect pour faire chier tout le monde. Et il y a vraiment un avec les caméras ou sans les caméras. Là, pour l'instant, évidemment, c'est très subjectif pour l'instant. Mais vous allez voir, je vais juste vous donner un truc qui s'est passé cet été à Vegas, au WSOP, et qui va vous montrer finalement comment est cette personne à table. Donc déjà, pour remettre le contexte, Martin Cabrel est très pote avec, je sais plus comment il s'appelle, quelqu'un qui tient les casinos, là, Rosvadov et tout. Et il est assez proche d'un certain nombre de flores. Je dis pas que c'est de la triche, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, attention, vous me prenez pas, mais il les connaît. Et quand il joue à Vegas, il adore essayer de jouer avec chaque rolling. C'est-à-dire qu'il va systématiquement appeler les flores à foison. Tout le temps, toutes les mains, il vient et il demande, et il demande, et il demande. Et il pousse vachement les gens à table dans leur retranchement. C'est-à-dire que même s'il il appelle sur le règlement pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être, les gens se mettent à avoir un petit peu peur de faire des choses contre lui. Ils ont peur de jouer des mains contre lui. Ça crée une sorte d'aura où les gens vont jouer moins de mains contre lui et ça augmente son EV général. Et donc, voilà le contexte. Et on se retrouve dans une main sur le millionnaire maker, à $1500. Je relance. La main n'a aucun intérêt en termes de technicité, donc on s'en fout. Je relance aux F de la position. Martin Cabrel me call en position. La grosse blind call. Vient un flop aux F. Check, check, check. Turn une brique. Check de la grosse blinde. Je bet. Et là, Martin Cabrel call. Et le joueur en grosse blinde fait un geste où en fait il prend ses jetons avec 2 mains, mais elles sont décalées de 5 cm, quoi. Il avance ses jetons, mais il dit all-in pendant le mouvement. Ce qui, du coup, n'est clairement pas ambigu, selon moi. Moi, j'avais genre une gutshot à ce moment-là. Je t'avoue que j'aurais aimé qu'il call pour que je puisse voir la river, mais je ne peux pas la voir. Donc, pour moi, c'est clairement all-in. Le croupier annonce all-in, tout comme le croupier a dit all-in. Je fold. Martin Cabrel, pendant que je tank 10 secondes, il attend, il dit rien. Une fois que j'ai fold,
il dit au croupier appelez le floor. Il attend bien que je fold. Une fois que, que je fold, il appelle le croupier, il dit au croupier appelez le floor. Le croupier lui dit mais pourquoi veux-tu que j'appelle le floor? Et il dit parce que c'est un string bet ce qu'il a fait, il a avancé les deux, il a posé une pile puis l'autre, c'est pas ce qu'il a fait. Mais il a fait un truc où en fait il avait juste les mains décalées de 5 cm et il a annoncé all-in pendant le mouvement. Et là il dit non, c'est un string bet, appelez le floor. Le croupier dit c'est hors de question, c'est un all-in, je n'appellerai pas le floor. Et il vient un sketch. Alors à ce moment-là, sur l'horloge du tournoi, il reste 35 minutes avant le break. D'accord? On n'a joué aucune main. Donc, il dit je veux appeler le floor. Il y a 5 minutes de joute avec le croupier, où le croupier dit c'est hors de question. Et en fait, le croupier en a tellement marre de lui qui abuse, qu'il refuse d'appeler le floor. Martin finit par se lever et appeler le floor, crier floor, 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 jusqu'à ce qu'un floor vienne. Le floor vient et Martin Cabrel, hyper agressif, commence à dire le croupier ne connaît pas son travail, c'est pas ce qu'il fait, clairement le mec a pas bien joué, machin et tout, il a fait une erreur. Et le croupier est tellement hors de lui et il perd un peu son sang-froid que quand il raconte l'histoire, il rajoute de l'ambiguïté presque à l'histoire qu'il n'en avait pas. Du coup, le floor commence à dire c'est peut-être effectivement un string bet. Donc, voyant que ça commence à déraper, plein de gens de la table disent non, c'est hors de question, c'était clairement un all-in. Donc tout le monde se soulève en mode c'est pas possible. Et Martin assène tellement le floor et le croupier qu'il y a un vrai doute qui se crée dans la tête du floor qui va prendre la décision. Du coup, moi qui étais dans la main, je me suis permis de dire écoutez, je suis dans la main, j'aurais quand même un intérêt très clair à ce qu'il y ait eu un call plutôt qu'un all-in, parce que je voulais voir la river. Pour autant, j'ai accepté que ce soit all-in parce que c'était très clair, il n'y avait aucune ambiguïté. Donc finalement, vu que moi je suis dans le coup, je dis ça, le croupier finit par accepter, enfin le floor finit par accepter que ce soit un all-in. Martin Cabrel fold sa main. En plus, je suis même pas sûr qu'il ait spécialement grand chose, mais il voulait juste faire chier. Mais tu vois qu'il joue avec les limites et il peut, de temps en temps, soit avoir un ruling très favorable, soit faire peur à la personne qui osera plus jouer contre lui. Et derrière, ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe souvent avec Martin Cabrel, c'est qu'il s'est un peu ligué contre moi en mode c'est à cause de toi finalement que le floor il a pas voulu que ce soit un call. Bon, moi je m'en foutais en vrai. Hein. Il lui restait 7 blindes, il allait busto de toute façon. On a perdu 35 minutes du tournoi, on a joué plus aucune main quasiment, ça a duré 3 plombs cette histoire-là. Et donc voilà comment Martin peut parfois agir à table. Sachant que sa spéciale, c'est ça, et avoir une tête de turc à table, qui est en général l'autre règle de la table, il va l'attaquer et il va liguer tout le monde contre lui pour que cette personne-là se sente mal à table et joue moins bien. C'est ces deux spécialités, entre guillemets, que je l'ai vu faire au WSOP. Donc voilà, ça appelle pas spécialement... C'est pas une anecdote très positive en soi, mais je trouve que c'était important quand même, parce que là, on a vu pourquoi elle est d'actualité, parce qu'il y a cette main avec Mustapha Kanit où on voit Mustapha comme on l'a jamais vu réagir à une table et on se dit mais c'est pas normal qu'il puisse agir comme ça à table, pourquoi est-ce qu'il en vient là quoi? En fait c'est parce que cette personne, Martin Cabrel, a un comportement qui est proche de la triche mais qui n'en est pas et qui pousse les gens dans le retranchement et ça lui crée un edge en fait parce que les gens vont vraiment jouer de manière différente contre lui. Voilà. Donc est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est pas hors des règles, donc est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bon, mon choix est très vite fait là-dessus, hein, mais il y a des gens qui me disent oui, donc pourquoi pas. Mais voilà pour l'anecdote. Un peu plus longue, je pensais que j'allais réussir à la dire plus rapidement. Ouais, je pense qu'on va faire un vote en commentaire pour limiter les anecdotes de Flavien à 30 secondes. Non, attends, c'est la science du détail. Non, mais en vrai, après, il y a plusieurs choses dans ton anecdote. Il y a un truc un peu général sur le comportement des joueurs à table, l'éthique autour du poker, etc. Et t'as Martin Cabrel, quoi. Enfin, le mec, je pense que c'est un des joueurs les plus détestés du circuit. Il est connu pour même marquer les cartes, je crois. Alors toi, il y a un truc là-dessus, Robin, c'est que apparemment, j'en avais parlé avec Greg Chauchon, ils n'ont retrouvé aucune carte marquée, c'est sûr et certain. Donc ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, ils faisaient croire, c'est la grande théorie, c'est qu'ils faisaient croire qu'ils marquaient les cartes, même tu sais, ils regardaient ostensiblement les cartes comme ça, en mode je regarde si je les ai marquées, parce que les gens du coup, ils osent pas jouer contre lui, ils disent, putain mais il sait si j'ai ceci ou cela, il a vu que j'avais pas des grosses mains, je vais pas le 3-bet en bluff, et ça lui rajoutait une EV massive en fait. Parce que moi j'avais vu une vidéo effectivement où on le voyait faire le geste de marquer la carte avec son et en fait il la marquait pas. Ouais. Mais tu vois, tu parles avec Greg, moi j'ai déjà entendu une interview de Greg qui disait que lui, il adorait les joueurs comme Cabrel, quoi. Parce que du coup, pour tout ce qui est entertainment, storytelling, bad buzz est un buzz, quoi. WSOP, ouais, bad buzz ou buzz tout court. Et là, tu vois la fameuse vidéo que tu parlais de Mustapha Kanit avec Cabrel, c'est 25 millions de vues en 2 jours, je crois, le short. Donc c'est assez ouf en termes de visibilité, tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je
Je sais pas ce que t'en penses, toi, Trip, du coup, par rapport à tout ça. Si tu connais le joueur et globalement par rapport à tout ça. Effectivement, je suis passé par plusieurs phases. La découverte, je dirais, il y a 2 ans de ce personnage, avec notamment tous les côtés néfastes qu'il pouvait avoir, le harcèlement, etc. Parce que je pense qu'on peut parler de harcèlement dans certains cas. Ensuite, il y a eu une phase où ça a été CWSOP l'année dernière, j'ai l'impression. Il a beaucoup d'e-prone, il a fait des choses drôles à table, etc. J'ai l'impression qu'il s'était redoré le blason. Et ensuite, maintenant, ce dont tu parles, Flav, des côtés encore négatifs et qui parfois ne sont pas vus à la caméra, comme celui dont tu nous parlais. Mais du coup, ça invite surtout à se poser une question, c'est où sont les limites? Et j'ai l'impression qu'elles dépendent des personnes et que justement, il sait bien où elles se positionnent. Et effectivement, ça lui confère un gros edge à table au détriment en fait, du plaisir de beaucoup de joueurs. Donc, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut dire stop à ça, je sais pas. Quand il te monopolise 30 minutes sur un niveau qui en fait, je sais pas, 40 ou 1 heure, etc., il pénalise tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu disais avoir Martin Cabrel qui te prend pour sa tête de turc, je pense que c'est vraiment un enfer vu ce dont il est capable et c'est pas quelque chose de souhaitable. Ouais. Mm. De toute façon, le but de ce genre de personnage, c'est de sortir de ton poker et du coup, de te déstabiliser, quoi, pour que tu sois moins efficient dans tes prises de décision. Et il y en a qui le font de façon différente, je pense. Moi, en tout cas, je suis persuadé que pour le poker et le développement du poker, des personnages comme ça, c'est important. Tu vois, tu parlais de personnages un peu lisses. Je trouve qu'effectivement, la plupart des règles sont très lisses, parlent pas à table, discutent pas. Les personnalités de poker, mine de rien, je pense que c'est ce qui fait que les gens ont envie de regarder un petit peu et qui amène des nouveaux Après, joueurs. tu Quoi. peux avoir une personnalité pas lisse, mais ne pas être Ah non, un enfoiré. mais C'est peut-être la limite, quoi. moi, mais après, je te rejoins complètement. C'est juste, faut que ça soit cadré par les règles du jeu, quoi. Ouais. Et que les floors appliquent la règle, que les joueurs qui ça dérange puissent appeler le floor. Parce que, en fait, si un mec qui est irrespectueux à table a des comportements qui sont pas bons, t'as juste à appeler le floor et le mec va être sanctionné. Et s'il continue, il va prendre des tours de pénalité, etc. et se faire exclure. Et tu vois, c'est que là où c'est Il y a dur, peu de gens c'est qui le qu'il- font. là, il triche même pas, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il essaye d'utiliser les règles, et même si ça marche pas, genre, il a mis une pression à l'adversaire, quoi. Tu vois, c'est ça qui est vraiment dur. Et tu vois, Robin, tu dis que c'est dans l'intérêt commun que ça bénéficie au poker parce qu'il y a de la visibilité, etc. Mais du coup, c'est au détriment d'un petit groupe d'individus et du coup, ça appelle à se poser la question un peu de l'intérêt commun, de l'intérêt global. Est-ce qu'on est prêt à justement gâcher la partie de certaines personnes pour créer du contenu et favoriser le développement du poker? Je sais pas. En tout cas, ce dont tu parlais, le fait que ça crée un edge et que ça puisse faire déjouer les joueurs. Moi, je suis un joueur nouveau en live, j'avais même pas 2 ans d'expérience et je sais que dès que quelqu'un me regarde ou me parle en même temps, j'arrive plus du tout à réfléchir. Et donc, je pense que pour des joueurs amateurs qui auraient le même profil que moi, c'est vraiment quelque chose qui peut te faire sortir de ton jeu et complètement te gâcher le plaisir, mais également te faire déjouer, quoi. Non, mais c'est complètement vrai. Après, c'est juste comment tu cadres ça avec les règles et c'est dur à cadrer, comme dit Flavien, tu vois, il respecte les règles, il est juste, entre guillemets, malin, ou je sais pas si c'est le bon mot, parce que Sournois. malin, ouais, sournois, tu vois. Mais, mais voilà, ça fait partie de l'expérience, je pense, globale, d'apprendre à gérer ce genre de profil, quoi. Sinon, je sais pas comment cadrer ça à table, en fait, c'est juste ça le point. Et surtout qu'encore une fois, tu parles à Grégory Cochon, du coup, des WSOP, Chochon, pardon. Coupera au montage. Mais du coup, ce type de personnes adore ce genre de profil. Et du coup, tu es quand même face à un truc où la plupart des organisateurs de tournois voient ça comme un point positif d'avoir ce mec-là en tournoi, tu vois. Ouais, je sais pas s'ils sont contents d'avoir Kassouf, tu vois, par exemple. C'est le même Je suis profil pas pour moi si sûr. qu'Assouf. Et pourtant, Peut-être moins ils l'ont irrespectueux. banni et il a vraiment pourri la fin du tournoi, même télévisuellement parlant, quoi. Moi, je l'ai joué Kassouf pour le coup, et franchement, c'est un enfer. Je mets direct mes écouteurs, j'écoute pas, sinon ça me rentre dans le cerveau, quoi. Ok. Ah bon. Très belle Alors, anecdote, Flavien. Merci beaucoup. Ah, mais au moins, tout le monde n'a pas joué contre Martin Cabrel et n'a pas assisté à son niveau de fourberie, quoi. Ouais. Moi, si tu veux, Flavien, la prochaine fois, je te raconterai une anecdote que je t'ai jamais racontée et tu es concerné dans l'anecdote. Ah merde. Oh, le teasing. Ok, Si tu peux la faire un poil plus courte que celle de Flavien, Robin, ce Ah, serait ça sera plus parfait. court. Ouais, moi, je suis plus court que Flavien. Non, moi je suis incapable de tenir moins de 5 minutes, je suis obligé de donner tous les détails. Ouais, ça fait partie de ton charme. On passe du au coup, quiz Flavien, ouais, c'est ce que j'allais te proposer. Je sais que tu nous as préparé un petit quiz de culture G, ce qu'on va faire de façon régulière sur ce podcast. Donc, vous pouvez participer avec nous aussi, jouer dans le chat, tout simplement. Et puis, on va jouer. Toi, tu connais les réponses du coup, Flav, et on va jouer avec Adri. Ok, alors let's go. Ok, première question. C'est pas Flavien qui Le répond, donc c'est bon. célèbre streamer Chauve qui peut eut l'indécence de gagner le 3 million en 2023. Combien y avait-il de joueurs au départ inscrits? J'arrondis. 14 500, 22 700, 33 600 ou 64 600? Je te laisse répondre, Dumtrip. Facile. C'est à 125 €, il y a 10% de règles, ça fait 110. Et vu que c'est un 3 million event, il fait minimum du coup les 30 000 joueurs. Et du coup, c'est 33 600 et quelques. Impressionnant. Moi, je l'embauche.
C'est bon? Tu valides, Chef qui peut? Ah bah, Ou ça peut oui. être plus, hein, ça peut être 66 000 et du coup, il aurait fait 200% de 64. doublage de garantie. Non, non, non. T'as bien vu. C'est bien 33 597, le chiffre exact. À noter qu'il y a quand même pas mal de variations selon si on est au mois de janvier ou si on est au mois d'avril et septembre. Pour avoir un ordre d'idée, parce que moi je connais ceux de cette année, forcément, en janvier, il y avait près de 50 000 inscriptions. Il y avait Forcément. 34 000 en avril et 40 000 au mois de septembre. Donc tu vois qu'il y a quand même un peu de variation. De toute façon, tu regardes les price pools. Hein. Avril et septembre, c'est souvent 3 millions event et janvier, c'est 5 millions. Ouais. Et mais par exemple, tu vois, ton calcul, Robin, aurait pu ne pas fonctionner à cause des Space Cow désormais, parce que le price pool est Adrien. difficile. Adrien, pardon. Je t'ai dit quoi? Robin, c'est pas grave. Ah d'accord, my bad. Mais ouais, avec les Space Cow, tu n'aurais pas pu faire ce calcul-là. C'est Ok, vrai. donc on est bon pour cette première question. Question numéro 2. Combien de vlogs Inside the Grind Dumb Trip a-t-il sorti sur sa chaîne YouTube avant de se rendre compte que ça lui demandait trop de temps? 2, 9, 21 ou 84? J'aurais dit 21. Parce que tu prends Adrien. toujours la troisième réponse comme étant la bonne. Oh, le ride. Oh, le ride, la prise de notes. Ok. Je prends réussi. Adrien? C'est 21. Mais C'est depuis, après le tournage de cette vidéo, il y en aura un 22e que je vous inviterai à aller voir, puisqu'il est en plein dans la thématique principale. Il s'agit d'un documentaire sur mes séries de septembre, donc petit instant promo. C'est en 2 épisodes et ça retrace justement la préparation et la performance sur ces séries à l'Alpe d'Huez. Voilà. Trop cool. Magnifique. Ok, troisième question. Donc là, j'ai fait très thématique par rapport à nous. Combien le piètre joueur de live Guénan Flavien a-t-il gagné dans sa vie selon Endon Mob? 31 600, 84 500, 200 400 ou 358 000? Alors, pour les personnes qui ne connaisseraient pas Endon Mob, c'est un site qui référence les performances en live. Et ils prennent uniquement les gains, mais pas les buy. Donc, ce n'est pas un Exactement. résultat, c'est un chiffre d'affaires, on va dire. C'est pas un Et ça ne profit. prend pas en compte les millions d'euros qu'il a gagnés online. C'est ma pas pour me réponse, jeter des fleurs. Donc 31 600, 84 500, 200 400 ou 358 000? Je dirais 358, moi. Je dirais 200. Ah, alors Adrien qui suit le rythme de Robin, comme quoi ce serait la troisième à chaque fois. Je me suis dit que t'allais contre-tel et que t'allais changer les réponses. Ouais, bah il n'y avait pas de contre-tel, j'ai juste randomisé et c'est effectivement 358 000. Quel top rec, chauffe petit peu. 358 Incroyable. 776. Aïe, Ok. aïe. Putain, t'es bon, hein. Je désire relancer au cutoff 50 bébé deep. Classer ses mains selon leur ordre de force par rapport à ce qu'elles gagnent en argent. Paire de 2, As de suité, 10 et 9 dépareillés et Dame 6 suité. Paire de 2, As de suité, 19 dépareillés et Dame 6 suité. Tu veux commencer, Adri? J'ai beaucoup de mal avec l'audition, mais non, vas-y, je t'en prie. Moi, J'ai bizarre dans le temps. j'aurais dit comme ça 9 et 10 suit en 1, As de suite Ah, c'est en absous, 2. hein, c'est As de suité, Dame 6 suité, 10 et 9 dépareillés. Ah merde, ok. Donc As de suit, paire de Dame départ. 6 suit, paire de 2 et 9 et 10 dépareillés. J'aurais dit comme Ouais. Moi, je l'avais pas donné dans cet ordre-là, mais ça marche, ouais. Ok. Alors, 9 et 10, c'est peut-être rarement un open ou cutoff, ça dépend des trucs, donc je pense que c'est la main la plus perdante. Ensuite, je dirais que Ok. c'est Dame 6 suité, ensuite As de suité, et ensuite ensuite paire de 2 et ensuite As de suité. Donc 10 et 9, Dame 6, 2, As 2. Dans l'ordre du plus faible au plus fort. Ok. Et C'est Robin? ça. Moi, j'avais à peu près la même chose. En tout cas, bottom et top, j'ai la même. Et j'ai juste inversé paire de 2 et Dame 6 suit. Où je mets Dame 6 suit, Ok. moi, plus rentable que paire de 2. Mais Ok. Alors, sachez que la pire main open, c'est paire de 2, les gars. C'est paire de Mais 2 non. qui gagne le moins d'argent. Paire de 2 gagne 0.02. 19 off gagne 0.04. Dame 6 suité gagne 0.1. Et As de suité gagne 0.29. Donc, il y a quand même de beaux écarts. Et paire de 2, c'est la main qui gagne le moins, les gars. après, ça dépend Ok. qui t'as en big blind, quoi. Si t'as Trizy ou De base, Flavien Guénon, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Ouais. Allez, question suivante. La balle perdue pour Trizy. Trizy pour toi, mon Je connais Trizy. Je particulièrement, l'aime ouais. fort, je l'aime fort. Allez, question suivante. 5 sur 6, il en reste 2. Combien Adrian Mateos a-t-il fait de podium durant toute sa carrière en live? De podium, j'ai dit. 22, 59, 85 ou 124? 22, 59, 85 ou 124 podiums durant sa carrière. Moi, j'hésite d'office en proposition 3 et 4. Soit 80 et quelques, soit 120 et quelques. Qu'en est-il Et- du rythme de la troisième réponse?
Ouais, je pense qu'il est malin. Il a mixé. Non, je pense que c'est la 4e pour moi, 124. Ok. C'est énorme parce qu'il est quand même très très jeune et que du coup en live, il faut quand même envoyer du volume pour arriver à faire 124 podiums. Donc ça veut dire qu'il, je sais pas s'il a dû faire 250 TF quoi. Et ça me paraît énorme. Je veux dire un cran au-dessous, moi. Je dirais 89, 84, C'est 85, ouais, le troisième. Eh bien, 85. écoutez, c'était bel et bien la 3e proposition. Encore Le riche à côté de Romain Ah est terminé. J'ai Bien juste joué, Adrien. équilibré de temps en temps en le retirant. Mais c'était 85, le nombre Ok. de podiums. Alors, C'était j'ai déjà calculé- incroyable. J'ai regardé. Il a fait 29 victoires, 30 deuxième place et 26 troisième place. Moralité, il est nul en heads up, visiblement. Il est plus souvent deuxième que premier. Mm. Ok. Question suivante. 3 joueurs partent à tapis. 9-8 suité, paire de 4 et As-Roi dépareillé. Qui a le plus d'équité parmi les 3 joueurs? As-Roi, paire de 4 ou 8-9 suité? Simple, efficace cette question. J'hésite entre 8-9 suité et As-Roi. Et je crois que je Lequel? dirais 8-9 suité. Ok. Voilà, moi j'hésite entre As-Roi et paire de 4. Ah. Paire de 4, ça va toujours être counterfeit par des paires au-dessus, surtout en 3 way. Je pense qu'en heads up, il n'y a pas match, c'est toujours paire de 4 devant. Mais là, je pense que c'est As-Roi du coup en 3 way, parce que ça va faire des meilleurs top pairs que 10 et 9. Et paire de 4, quand il y a paire en face, ça redraw pas assez souvent brelant. Donc je dirais As-Roi suit. C'est As-Roi off, hein. C'est pas As-Roi suité. As-Roi off, pardon. Roi ou 3, t'as dit? As-Roi dépareillé. Oui, Roi, excuse-moi, je suis un petit peu dur de la 4, feuille. 4, Ok. et la paire de 4. Et enfin 8 et 9 de la même couleur, pareillé. Ah putain. Bah, le fait que ce soit off, c'est chiant, mais je reste sur As-Roi du coup. Ouais, alors c'est bel et bien As-Roi qui a la gagne. Et d'assez loin, figurez-vous, puisque As-Roi Ok. à 38%, 8-9 suit à 33,5%, donc il y a 4,5 d'écart. Et paire de 4 à seulement 28% en 3, ouais. C'est vraiment Oh. pas beaucoup, hein. C'est 10% de moins qu'As-Roi. Donc c'est Ah, pas j'aurais close pensé que c'était plus du tout. close en vrai. Ouais. Bah, merci Ok. Flavien pour ce beau quiz, c'était très agréable. Et ben, tout simplement, dites-nous en commentaire si ça vous a plu. C'est un nouveau format du coup, même si c'est le 37e. Et puis on sera ravis d'avoir vos retours. Voilà. Top. Non, et je pense que dans les thématiques, je voulais juste dire, dans les thématiques pour le prochain épisode, je pense qu'on prendra une des 3 actus qu'on a évoquées, qui méritent, à mon avis, toutes les 3 un débat assez complet. Et sinon, en commentaire, ils peuvent aussi nous proposer Sinon, on fera un des débrief des thématiques. séries aussi, hein. Ouais, et n'hésitez pas à push, à mettre des pouces s'il y a des thématiques suggérées qui vous proposent et on prendra la plus likée d'entre elles. Ouais, c'est un bon truc ça. On peut prendre d'un épisode à l'autre la thématique la plus aimée. Ok, et bah écoute, merci cool. à tous les deux. C'était super, et puis rendez-vous Merci au à prochain vous. podcast. On vous laisse apprécier le jingle outro. Allez, À très ciao. vite tout le monde, ciao. Ciao, ciao. C'est podcast. Ton moment poker, c'est sûr. Surtout si tu grindes dur. Avec Flavien, Dom, Trip et Chauffe qui peut. Des cartes qui dansent, des jetons en feu. Installe-toi, on joue un peu. Check, raise, fall ou tapis, c'est la vibe ici. Chaque main un défi, c'est poker, c'est la vie. C'est fall ou tapis, c'est la vibe ici. Chaque main un défi, c'est poker, c'est la vie. C'est la vie. C'est poker, c'est la vie. C'est la vie. Chaque main un défi, c'est poker, c'est la vie. Les blinds montent, la tension aussi. Un bluff bien placé, magie garantie. Flop, turn, river, ça joue la folie. La table s'enflamme, mais toi t'es précieux. Un as dans la manche ou rien dans les mains. Les cœurs qui battent, les nerfs sur le chemin. C'est un jeûne, une danse, un refrain. Chaque partie, un destin. Check, raise, fall ou tapis, c'est la vibe ici. Chaque main